voudrais évoquer quatre points assez rapidement. Premièrement, l'effondrement démographique du monde agricole. Julien de Normandie en a parlé brièvement. Je rebondis sur son propos. Deuxièmement, l'éclatement des formes d'organisation du travail et du capital en agriculture. Avec, si vous voulez, une remarque, moins il y en a, plus c'est compliqué et plus c'est divers. Troisièmement, un aspect culturel, la crise extrêmement profonde du modèle de l'exploitation familiale que l'on continue de vanter. Et quatrièmement, quelques pistes d'espoir, d'orientation. Alors d'abord, l'effondrement démographique. Aujourd'hui donc, ça vient d'être rappelé, on a 380 000 exploitations agricoles, on a 460 000, moins de 500 000 donc, moins de 500 000 actifs agricoles non salariés. C'est 1,5% de la population active française. C'est moins 20% en 20 ans, c'est moins 75% en 40 ans. Donc, on a bien affaire à ce que, avec François Purcell, avec qui nous avons fait ce livre là, sur une agriculture sans agriculteurs, un effondrement démographique, et qui n'est pas terminé, puisque un quart des exploitants agricoles a plus de 60 ans, les 2/3 n'ont pas de repreneurs désignés, et la moitié a plus de 55 ans. Donc, on est sur une pyramide des âges sur la tête, qui donne à penser que dans les 10 ans qui viennent, nous allons encore, en gros, perdre 100 000 exploitations. Alors, face à cet effondrement démographique des chefs d'exploitation, nous avons un phénomène qui est extrêmement important à prendre en considération et qui ne l'est pas, hélas, et que je voudrais souligner, c'est l'augmentation du salariat agricole, premièrement. Et deuxièmement, surtout, alors ce n'est pas une augmentation, c'est une explosion du salariat des entreprises de travaux agricoles, de la sous-traitance et de l'intérim. Donc ceci est une indication très très forte sur la recomposition de qui fait le travail en agriculture, qui produit. Et donc on a un peu plus de salariés qui travaillent dans la production agricole en dehors des exploitations agricoles que dans les exploitations agricoles. Ce qui donne à voir, à travers ce chiffre, un phénomène extrêmement important qui est celui de la délégation du travail, de la sous-traitance qui se développe de façon, sur ces 10 dernières années, de façon complètement spectaculaire. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et ceci est annoncé à travers ce phénomène de la délégation du travail, nous avons non pas un processus d'homogénéisation des formes d'organisation du travail ou des exploitations en agriculture. On pourrait penser, ce serait après tout un scénario qui ne serait pas fou, et on l'a imaginé d'ailleurs dans les prospectives, que moins il y en a, plus c'est homogène, plus ça se ressemble. Eh bien, moins il y en a deux pareils. En gros. Donc, et ce que nous proposons, ce nous n'est pas de majesté, il est collectif, et notamment donc avec ce collègue François Purcell, c'est de regarder ce paysage de l'agriculture en recomposition, non pas autour de 3 formes, ce serait trop simple et trop caricatural, mais autour de 3 pôles. Nous avons 3 pôles de recomposition des modes d'organisation du travail et du capital également. Et ces 3 pôles sont les suivants. Nous avons l'apparition massive dans ces 20 dernières années de ce que nous avons appelé une agriculture de firme, c'est-à-dire une agriculture qui s'arrache au modèle de l'exploitation familiale à 2 unités, travail, homme, année,
telle qu'elle a été consacrée par ces fameuses lois de modernisation de 1960 et de 1962, et qui ont été, si vous prenez les préambules de toutes les lois qui ont suivi à partir de 60-62, qui ont été reprises dans les préambules de ces lois et qui ont été réaffirmées comme étant le modèle, comme étant la forme quasi exclusive de l'organisation du travail en agriculture. L'agriculture, elle est familiale ou elle n'est pas. Pour avoir été témoin de très nombreux débats législatifs autour de l'agriculture, je crois pouvoir dire que je l'ai entendu dans tous les débats législatifs sur l'agriculture. Or, l'agriculture, une grande partie de l'agriculture, et nous pouvons dire en gros 40% de l'espace utilisé, 50% de la production, échappe au modèle stricto sensu de l'agriculture familiale. Et c'est cette agriculture-là qui a de plus en plus recours à la délégation et à la sous-traitance en agriculture. Et puis nous avons un autre pôle qui émerge aussi dans ces 20-30 dernières années. Ça avait commencé dès les années 70, mais principalement quand même dans ces 20 dernières années, un pôle autour d'une agriculture qui emprunte davantage à la start-up, davantage à la micro-entreprise, davantage au modèle alternatif, qui invente de nouvelles formes d'organisation tout en étant un peu nostalgique de la forme familiale. Enfin, on a là aussi un kaléidoscope autour de ce troisième pôle qui est extrêmement divers dans ses visions, dans ses pratiques, mais qui n'est pas, en tout cas, la reproduction de cette exploitation familiale à deux UTH qui cherche d'autres nouvelles voies. Et ce troisième pôle, c'est aussi un oublié. C'est aussi un oublié. Il est orthogonal par rapport à presque toutes les réglementations, notamment fiscales, sociales, d'entrée dans le métier, etc. Enfin, je vous passe là-dessus. Alors qu'il est culturellement, Badadra, l'agriculture il est culturellement une percée extrêmement proche de la culture ambiante. Et personnellement, je suis navré et triste de voir que toutes ces innovations sont quand même regardées de très très loin, pour ne pas dire plus, par les organisations professionnelles, alors que ces modes-là sont en affinité élective avec des mouvements d'opinion et de consommation et d'environnement et de regard. Bon, bref. Et puis vous avez pris en tenaille entre ces deux formes-là qui, d'une façon ou d'une autre, les unes, la première comme la troisième, se trouvent avec des adéquations fortes avec notre culture. Les unes parce qu'elles sont dans un élan capitalistique très puissant, les autres dans un mouvement d'innovation. Et on voit bien comment le modèle de l'exploitation familiale se trouve en quelque sorte coincé, pris en tenaille entre ces deux nouvelles formes, et dans une crise culturelle très profonde, parce qu'au fond, l'agriculture familiale, c'est l'unité de temps, d'action, de lieu. Vous vivez, le summum de l'exploitation familiale, c'était quand même de naître, de vivre, de mourir dans la même maison. Nous avons tous connu, enfin peut-être pas tous, mais enfin bon, ceux qui sont issus du milieu agricole ont connu ça. Et donc cette unité de vie, de temps, de lieu, de travail, de famille, d'amour sur le même lieu toute sa vie, c'est pas ce à quoi aspire et ce n'est pas conforme à notre culture contemporaine, à notre culture dominante. Et donc il y a là une crise très profonde qui n'est pas seulement une crise économique. Quand on regarde les enquêtes qui ont été faites de façon très approfondie, notamment avec un collègue qui s'appelle Desfontaines,
sur le suicide en agriculture, on se rend compte à quel point ce poids familial qui pèse notamment sur les jeunes, il y a 4 catégories de suicides dans l'agriculture, mais j'en retiendrai 2 là pour le moment. Les suicides à 50 ans d'hommes, en l'occurrence, qui ne supportent plus toute la pression familiale, la pression des frères et sœurs qui veulent reprendre les parts, la pression du père qui trouve que c'est pas comme ça que ça devrait être, la pression de la belle-mère qui trouve que la belle-fille s'y prend mal, et tout ça finit par péter. Ou l'homme de 60 ans qui n'a pas de repreneur et qui a le sentiment qu'il coupe définitivement une chaîne ancestrale de plusieurs générations et qu'il n'a pas été capable de poursuivre cette chaîne. Donc, cette aura autour de l'exploitation familiale, à mon avis, ne mérite pas d'être continuée à être célébrée. Et donc, mon dernier point, c'est comment penser d'autres modèles, comment penser d'autres pistes. Et donc, ce qui me rend optimiste, d'une certaine façon, un optimisme tempéré, mais quand même, c'est que émerge effectivement énormément de pistes de recherche. Et au fond, peut-être que pourquoi on peut être optimiste, ça va peut-être pas se faire à ce coup-ci, mais tout ça, il faut tout le temps remettre le métier sur l'ouvrage. C'est qu'on voit, par exemple, sur la capacité de consolider des nouvelles formes qui émergent, il y a quelques verrous juridiques et réglementaires qu'il faudrait faire sauter, qui sont quand même pas des Himalayas. Il y a des possibilités de repenser, mais ça suppose effectivement de penser, et ça, là-dessus, je suis un peu triste, parce que, à nouveau, dans le débat législatif qui est en train de se passer, on est reparti sur une célébration de l'exploitation familiale comme l'horizon indépassable, et ça... alors, pourquoi c'est un horizon indépassable? Parce que l'exploitation familiale, elle a aussi été valorisée à un moment où les prix étaient garantis. Les prix ne sont plus garantis. Donc, la nostalgie de ces années 60... où les prix étaient garantis, où l'exploitation était familiale, ça fait 60 ans. Donc on est quand même passé dans un autre siècle, dans un autre monde. Il y a d'autres envies, d'autres perspectives. Et je voudrais aussi insister sur un point, c'est qu'on a beaucoup entendu autour du malaise de l'agriculture le fait qu'il y aurait eu comme une sorte de contradiction entre l'environnement et la production. Et donc, on a beaucoup développé ce thème, alors non pas sur la question de l'alimentation que Julien de Normandie a souligné, mais sur la production agricole elle-même, sur le thème, les agriculteurs sont confrontés à des injonctions contradictoires. Je pense qu'il faudrait introduire dans le débat que la question de la transition agroécologique, c'est pas une contradiction, c'est une complexité. Et si on admet qu'on est dans un monde plus complexe, et on n'y peut rien, on est dans un monde beaucoup plus complexe, et l'agriculture est confrontée à la complexité, elle est confrontée à la complexité et pas d'abord à des contradictions. Merci. Oui, alors, exceptionnellement. En principe, on arrêtait là, donc avec ces apports qui sont en temps de nourriture pour penser, food for thought, comme on dit en anglais. Donc, Julien de Normandie a une question pressante, mais on va lui laisser la poser. Parce que je suis plus qu'intéressé, immensément intéressé par les travaux de Bertrand et de François, mais je suis convaincu effectivement qu'il y a une mutation qui est en train de s'opérer sur le salariat. Ce qui m'a le plus frappé encore récemment dans une exploitation agricole, l'enfant 6e génération qui devant moi explique à ses parents: moi je veux bien reprendre la ferme mais uniquement si je suis salarié.
Ce qui veut dire que cette demande arrive même au sein du noyau dur de la structure familiale, ce qui est très intéressant à prendre en compte. En revanche, ma question, Bertrand, c'est que le salariat, qu'on le veuille ou non, va de facto aller de pair avec une modification structurelle des exploitations et leur agrandissement. C'est-à-dire que, moi, quand on parle de modèle familial, je pense que le mot le plus important, en tout cas dans les débats, c'est la fierté d'avoir des modèles de ferme à taille familiale. Et la question, c'est le salariat va de facto conduire à une augmentation des surfaces parce que vous aurez, en gros, dans ce cas-là, des sociétés qui emploient des personnes, c'est la définition d'un salariat, et vous aurez des fonctions support qui seront homogénéisées, vous aurez ceci, cela. Et donc, le coup d'après, c'est Valentine qui donc convoque dans 5 ans en disant « dérive de l'agriculture, accroissement des superficies ». Vous voyez ce que je veux dire? Je sens venir le coup de Valentine. Donc, je réponds après le café. Voilà. Non, mais... Ah, je sais pas. Moi, je suis aussi... Bon, alors, on arrête après, mais ça ne fait que lancer le débat. Bon, alors... Non, alors, c'est bien le cœur du problème. Et au fond, je vais peut-être vous surprendre. Je ne diabolise pas l'agrandissement. Je demande seulement qu'on le regarde en face. Et je ne pense pas... bon, là, on est passé de 52 hectares à 69, entre les 2 derniers recensements. Et donc, ça a fait les premiers commentaires, et c'est une des raisons pour lesquelles on a fait... Les premiers commentaires ont été de dire « oh, on passe de 52 à 69, donc l'agriculture française, elle reste familiale. » Non. Ce passage de 52 à 69, il marque précisément un grand tournant sur l'émergence de ces nouveaux modes d'organisation de l'agriculture. Et sincèrement, posons-nous la question, est-ce qu'il faut mieux avoir une exploitation de 400 hectares, correcte, bien organisée, avec des moyens de production, avec une capacité intellectuelle de gérer la transition dans de bonnes conditions, avec un salariat rémunéré, avec une dynamique de production, plutôt que d'avoir 10 exploitations de 40 hectares avec des chefs d'exploitation qui ont une charge mentale sur la tête impossible à tenir tout seul, avec un matériel soit ils sont surendettés parce qu'ils ne peuvent pas rentabiliser un matériel de transition avec 40 hectares, donc une charge mentale, une charge d'emprunt, la nécessité d'avoir un des conjoints qui travaille à l'extérieur parce qu'on ne boucle pas, les enfants qui ne peuvent pas partir en vacances. Est-ce que ça mérite vraiment d'être présenté comme un modèle? Est-ce que ça donne envie? Bon, donc... je pense qu'il faut dédiaboliser la question de l'agrandissement. Il faut voir comment on pense cet agrandissement, comment on donne un statut aux salariés, au lieu de les oublier une fois encore. Vraiment, je m'insurge sur le fait qu'à nouveau, on ne parle pas des salariés alors qu'ils sont les 2/3 de la force de travail en agriculture. C'est quand même invraisemblable. Bon, donc, pensons ça, au lieu de se crisper sur la petite exploitation familiale dont on ne peut plus, qui est, encore une fois, j'insiste moi sur la charge mentale. Et quand on regarde de près ce qui se passe, il y a un sursuicide en agriculture. Il y a un sursuicide. Et le sursuicide, il n'est pas que des raisons économiques, il est, je dirais pas d'abord parce que c'est complexe, mais il est aussi très profondément lié à ces conditions de travail, à cette surcharge mentale, à ce poids symbolique qu'on fait peser sur ce type d'exploitation. Pardonnez-moi de m'échauffer, il est grand temps qu'on s'arrête. Merci.